Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent un parcours vers la parentalité un peu plus compliqué que ce qu'ils s'étaient imaginés. Nous continuons donc cette série d'interviews hors série, à la découverte et à la rencontre de ces professionnels de santé qui nous accompagnent au quotidien dans nos parcours de PMA. Et nous passons aujourd'hui donc à la rencontre de Caroline Stéphan, qui est ostéopathe à l'AP-HP, donc aux hôpitaux de Paris, ainsi qu'en libéral à Paris, dans le 10e ou le 11e, tu me rediras, Caroline. Dans le 4e. Bienvenue. Dans le 4e, rien à voir, excuse-moi. Je sais que c'est vers Bastille. Bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Et est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Anne-Fleur. Eh bien, écoute, je vais très bien. Donc, je m'appelle Caroline. Je suis ostéopathe. J'exerce, comme tu le disais, à l'AP-HP dans un service d'hématologie, donc ce qui est maladie du sang. Et parallèlement à ça, je travaille en cabinet libéral, donc avec des kinésithérapeutes. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est un ostéopathe? J'ai souvent, très souvent entendu la confusion entre un ostéopathe et un kiné et même un chiropracteur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu la différence? Alors, en fait, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle. Son approche est globale, donc contrairement à la kinésithérapie, qui est une approche assez locale. Et le but de l'ostéopathie, comme d'ailleurs de la kinésithérapie, c'est d'apporter de la mobilité aux structures du corps qui sont en perte de mobilité, donc, ou comme on dit dans le jargon, en dysfonction. La kinésithérapie, donc, a une approche plus locale. C'est plus dans une démarche de rééducation. C'est prescrit par un médecin, donc vous pouvez généralement pas y aller en première intention. Et c'est pas, alors, ça a le même but final, qui est donc de soulager des symptômes, soulager des douleurs, mais l'approche n'est pas la même en fait. Pour ce qui est de la chiropraxie, aujourd'hui, c'est assez difficile de faire la différence. À l'origine, la chiropraxie, c'était vraiment une approche uniquement vertébrale, donc on ne traitait que la colonne vertébrale. Et aujourd'hui, dans les écoles de chiropraxie, il y a des matières qu'on apprend en ostéo qui sont donc le viscéral, donc on va apprendre à mobiliser les viscères abdominaux. Il y a le crânien, il y a tout un tas de techniques qui n'existaient pas avant et qui maintenant font partie de la chiropraxie et qui sont donc qui le rendent difficile à différencier de l'ostéopathie. Pardon, c'est un peu long. Non, c'est très bien, mais je te remercie, c'est très clair, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer sur quel type de pathologie, du coup, tu interviens? Parce que je comprends que c'est une démarche globale et que, du coup, la kinésithérapie va plus agir pour être un peu familière en réparation. Et l'ostéopathie, avec cette approche holistique, comment ça va se passer, du coup? Quel type de pathologie tu vas traiter? Alors, on a l'image assez connue du lumbago, de la sciatique qui font aller chez l'ostéopathe. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même des troubles qu'on voit assez régulièrement, comme aussi les torticolis ou ce genre de choses. Donc les trucs très musculaires ou très articulaires. On a aussi tout ce qui est maux de tête. On va avoir tous les troubles du transit. Sur lesquels on peut jouer beaucoup. On va avoir les douleurs de règles. On va avoir vous pouvez faire quelque chose pour les douleurs de règles? Ouais. En fait, l'idée, le motto, la règle principale de l'ostéopathie, c'est donc d'apporter de la mobilité. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle apporte, cette mobilité? C'est un meilleur rapport sanguin vers les organes, vers les structures qui font mal en général. Ce qui fait mal en général, c'est quand il y a un mauvais apport sanguin. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on cherche au maximum. Donc on axe tous nos traitements là-dessus. Voilà, c'est à peu près ce qu'on fait au quotidien. Après, il y a toujours d'autres choses un peu plus insolites, un peu plus différentes, mais c'est vraiment ce genre de troubles qu'on traite. D'accord, non, mais c'est hyper intéressant. Alors du coup, j'aimerais bien revenir sur cette histoire de douleur de règles. Tu le sais, on le sait, l'endométriose qui touche à minima une femme sur 5. On cherche, on sait que c'est pas une maladie qui malheureusement dont on guérit, mais qui s'accompagne en tout cas d'énormément de douleurs, notamment pendant les règles. Et du coup, vous pouvez aider en fait dans cette prise en charge de la douleur dans l'endométriose?
Ah, tout à fait. En fait, l'endométriose qui fait mal en règle générale, c'est les saignements. En fait, l'endomètre donc va proliférer en dehors de l'utérus. Il va se mettre sur les parois d'autres organes ou sur des ligaments. Les Et fameuses adhérences. c'est exactement. Et en fait, au moment des règles, cet endomètre va saigner comme l'endomètre de l'utérus. Et sauf que le sang va pas pouvoir s'évacuer par l'utérus et le vagin. Donc du coup, il va rester à l'intérieur, ça va créer une micro-inflammation. Sauf que le sang, là, il va coaguler, il va rester là, et ça va faire, ça va créer des adhérences du coup à l'endroit où ça a saigné. Donc l'idée, c'est D'accord. vraiment de mobiliser les structures qui vont être touchées par l'endométriose, pardon. Donc imaginons par exemple un morceau d'intestin grêle, le bas de l'intestin grêle qui va être en contact avec le haut de l'utérus. Et pour éviter qu'il y ait des adhérences entre l'utérus et l'intestin grêle, on va essayer grossièrement de les écarter l'un de l'autre pour éviter les restrictions de mobilité et pour éviter les douleurs en fait. Donc c'est le C'est gros. génial ça. Ah, je savais même pas Ouais, qu'on pouvait, vous pouviez nous aider là-dessus. D'accord. Ok, moi si c'est si. intéressant ça. Ok. Super bon à savoir. Alors un autre aspect que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, donc c'est l'infertilité. Tu le sais, dans ce podcast, on parle beaucoup donc de PMA et d'itinéraire bis, si je puis dire, vers la parentalité. Alors, Mhm. si l'ostéopathe ne va pas traiter l'infertilité, enfin en tout cas pas forcément la résoudre, il peut aider. Et j'aimerais bien savoir du coup comment ça se passe, à quel moment est-ce que même il faudrait qu'on pense à consulter. Alors, en général, pour les problèmes d'infertilité, on conseille aux femmes de venir, alors, pour ce qui est des femmes en tout cas, on conseille aux femmes de venir dans la première semaine qui suit les règles, parce qu'en fait, c'est une semaine qui est assez, comment dire, euh, où il y a assez peu d'hormones en fait qui sont en jeu à ce moment-là du cycle. Et pour ce qui est des FIV, insémination, etc., on conseille donc de venir consulter avant. On consulte pas juste après. L'idée, c'est de préparer le terrain pour que justement le bassin soit prêt, l'utérus soit prêt, tout l'apport sanguin soit optimal. Mhm. Donc on conseille de venir dans les semaines qui précèdent ces interventions. D'accord. Et Donc donc oui, avant, tu me tu veux dire le demandais transfert d'une FIV, quoi. exactement. Oui, oui. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Et alors Euh, comment est-ce que ça se passe alors cette prise en charge? Et alors la prise en charge en elle-même, donc va forcément dépendre de ce qu'on trouve lors de l'examen. On va surtout vérifier donc des axes quand même principaux. On va vérifier la mobilité du bassin parce que enfin c'est quand même quelque chose de central. Le bassin, le petit bassin. On va vérifier la mobilité du système digestif parce que du coup tout ce qui est appareil reproducteur, il se trouve dans le bassin et sous l'appareil digestif, donc très mise en contrainte. On va beaucoup regarder justement le système de soutien, donc les ligaments de l'appareil reproducteur, qui peut ça aussi donc limiter le bon apport sanguin vers l'utérus, etc. On va pouvoir travailler aussi, on va toujours vérifier donc il n'y a pas d'adhérence particulière dans ces zones-là. Et ensuite, on va travailler sur l'axe endocrinien, donc l'axe des hormones. On va surtout donc s'assurer qu'au niveau du crâne, la mobilité est bonne pour que l'hypothalamus et l'hypophyse puissent jouer leur bon rôle au bon moment du cycle. Et puis on va travailler donc voilà sur toutes les glandes peuvent avoir un rôle dans le cycle menstruel. C'est surtout D'accord. surtout ce qu'on va vérifier. Et à côté Mhm. de ça, on peut également donner des conseils avec d'autres praticiens de santé sur les conditions, euh, l'hygiène de vie, pardon. Donc tout ce qui est activité physique, nutrition, sommeil, enfin tout ça, Donc ça, qui joue aussi vous un rôle travaillez de là-dedans. manière collégiale avec d'autres spécialistes pour faire Exactement. une prise en charge vraiment globale. D'accord. C'est le mieux. C'est ce qu'on essaie de faire en Ouais. tout cas, ouais. Et donc Ouais. c'est vrai D'accord. que l'ostéopathie a un rôle quand même assez intéressant dans l'infertilité qu'on dit fonctionnelle.
Donc l'infertilité qui n'a pas a priori d'explication par les examens médicaux. Parce que c'est toutes ces adhérences, toutes ces petites dysfonctions ostéopathiques dont je parle, elles ne se voient pas à l'imagerie, elles ne se voient pas à l'écho, elles ne se voient pas sur les bilans sanguins. Et donc, c'est là qu'on a un rôle aussi à jouer. D'accord. Ah, super intéressant. Donc, si on prend l'exemple donc d'un protocole de FIV ou d'insémination, tu dis de venir avant ce transfert ou avant l'insémination à proprement parler. Mais j'imagine que ça se fait pas en une fois. Comment se passe en fait cette prise en charge sur le moyen terme, je dirais? Alors malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, ça c'est sûr. C'est un peu compliqué de répondre à cette question honnêtement. Le mieux étant de venir en effet. Que ça dépend d'un patient à l'autre. Exactement. Et puis ça dépend parce qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de choses à corriger, pour qui ça va prendre du temps. Pour d'autres, ça va se faire très rapidement. Donc c'est vraiment patient dépendant. Cependant, je pense que très honnêtement, hein, dès que l'envie, dès que le parcours même FIV est enclenché, je trouve que c'est pas idiot d'aller consulter pour voir, pour en parler même avec l'ostéopathe qui pourra donner des conseils et qui pourra dire quand revenir exactement en fonction des dates prévues. Après, s'il faut y aller vraiment qu'une seule fois, je dirais 2 à 3 semaines avant le transfert, ce serait vraiment l'idéal. D'accord, ok. Donc ouais, ok. Bon, bah super. Du coup, c'est super intéressant tout ça. Tu as dit, tu as un peu effleuré du bout des lèvres. Tu disais, tu précisais ton propos tout à l'heure en parlant de femmes infertiles. Est-ce que du coup, ça veut dire que tu peux aussi, tu fais aussi, par exemple, des prises en charge des couples ou des hommes? Et si oui, comment ça se passe? Alors, en effet, en fait, donc l'infertilité, comme on le sait, elle vient pas forcément de la femme. Personnellement, je ne prends pas les couples ensemble en consultation. Après, poser des questions sur le couple est toujours très pertinent. En revanche, oui, les hommes, on peut également travailler sur les hommes. Tout pareil en fait. On va travailler sur leur bassin, sur l'axe, sur les axes endocriniens. On va travailler sur tout ce qui peut avoir des contraintes en fait sur l'appareil reproducteur, sur tout l'appareil voilà masculin. Mais oui, tout à fait. On prend à la fois en charge et les femmes et les hommes. Il n'y a aucune raison que ce soit que les femmes dans cette histoire, si l'infertilité ne vient pas d'elles. Ouais, d'accord. Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à penser que tout va se passer chez la femme, biologiquement parlant. Et puis, il y a encore cette grande idée reçue qu'on combat au quotidien, mais qui est que l'infertilité vient toujours des femmes, ce qui est pas du tout le cas. Donc, effectivement, c'est super bon à savoir que vous prenez aussi en charge, du coup, les hommes dans ces parcours. Tout à fait. Je voulais te poser la question. On connaît donc des ostéos de profession. Il y a aussi des ostéos qui sont médecins. Est-ce que il y a une différence qu'on doit savoir en tant que patient entre ces deux types d'ostéos? Et je sais pas, si tu peux nous aider un petit peu à comprendre. Alors, les ostéos donc qu'on appelle ostéopathes exclusifs, eux donc n'ont qu'une formation purement ostéopathique. Donc ils ont fait une école en 5 ou 6 ans. Avec des matières donc purement ostéopathiques, avec anatomie, physiologie. On a appris grosso modo en accéléré la sémiologie médicale avec la pathologie, etc. Mais qui fait qu'on n'est pas des médecins, comme vous le savez. Les médecins ostéopathes, eux, ils font une formation donc médicale. Ils passent par la fac de médecine. Ils en ont pour X années. Et ensuite, ils vont décider de faire de l'ostéopathie. Alors, pour ça, ils vont avoir des formations, il me semble, je dirais 2 à 3 ans, mais sous forme de week-end, sous forme de formation continue, qui, j'ai pas vraiment moi trop de données là-dessus, mais qui leur permettent d'exercer normalement l'ostéopathie. Mais beaucoup, du coup, doivent choisir entre l'une des deux professions, juste pour des questions de sécurité sociale, parce que du coup l'ostéopathie n'est pas remboursée, la médecine est remboursée, ou alors il faut avoir 2 cabinets différents, il faut avoir un cabinet de médecine et un cabinet d'ostéopathie. Ah oui, c'est tout un bazar.
Après, j'ai pas du tout de recul sur cette question pour vous dire la différence dans les faits, dans la pratique, entre un médecin ostéo et un ostéo. D'accord, ok, pas de problème. Désolée. Mais non, il y a aucun souci. Comment est-ce que tu conseillerais, enfin, comment est-ce que en fait les gens te trouvent s'ils veulent venir donc faire peut-être un petit bilan pré-FIV avec toi auprès d'un ostéo, et puis de manière plus générale, parce que tout le monde n'est pas forcément dans le 4e à Paris, comment est-ce qu'on peut choisir son ostéo? Quels seraient tes conseils pour choisir un ostéo avec qui ça matche bien et puis qui soit capable de prendre en charge nos besoins? Alors, pour moi, donc c'est assez simple. On me trouve sur Doctolib et j'ai également un site internet. Pour ce qui est donc des personnes qui ne sont pas à Paris ou même qui veulent aller voir quelqu'un d'autre, je pense qu'il y a des sites qui recensent les ostéos qui sont plus spécialisés entre guillemets dans ce domaine. Il faudrait que je regarde, mais je pourrais t'envoyer un lien sûrement que tu pourrais mettre dans la description. Carrément. Et alors, on voit que que toi-même, en fait, tu écoutes pas mal de podcasts puisque tu sais que c'est là-dessus, c'est dans les descriptions des épisodes qu'on fourre quand même beaucoup d'informations. Donc, oui, envoie-moi les liens. Je les ajoute dans la description, dans les notes du podcast que vous retrouvez en fait sur n'importe quelle application lorsque vous écoutez l'épisode. Après, ça se joue beaucoup au bouche à oreille. Dans certains centres aussi de PMA, je pense que les professionnels peuvent avoir des adresses à donner. Mm-hmm. Ouais, je pense que c'est les principales pistes que j'explorerai a priori. D'accord. Et puis sinon, tous les ostéos, j'imagine, il y a un ordre national des ostéos. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme en médecine pour s'assurer que c'est une vraie... D'accord. Alors, c'est un peu le problème de l'ostéopathie, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Il y a un site qui recense, en fait, on a 2 syndicats principaux. On a le registre des ostéopathes de France et on a le syndicat français des ostéopathes, le SFDO, donc, et le ROF, sur lesquels, oui, vous pouvez trouver pour le coup des ostéopathes donc qui font partie de ces syndicats. Sinon, ce que vous pouvez, pour vous assurer en général que l'ostéo a bien suivi une formation ostéopathe, vous regardez sur sa plaque s'il y a bien écrit DO. DO, c'est tout bête, mais ça veut dire diplômé d'ostéopathie. Alors tous ne le font pas, hein, donc si votre ostéo n'a pas ça et vous ne vous dites pas forcément qu'il a pas son diplôme, mais c'est vrai que c'est aussi un bon indicateur. Mais non, en effet, on n'a pas d'ordre. C'est quelque chose qui peut nous poser problème parfois en termes de crédibilité, en fait. D'accord. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas pour tout de suite. C'est pas prévu. Est-ce qu'il y a des incompréhensions, des points que tu clarifies souvent auprès de tes patients, des messages que tu voudrais faire passer justement à des patients qui se poseraient la question de savoir si l'ostéopathie pourrait les aider, les accompagner dans leur prochain parcours pour devenir parents? En termes d'incompréhension principale, je dirais que j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en me disant je suis allée hier ou avant-hier chez mon ostéo, ça n'a rien changé, donc je viens vous voir. Sauf que le corps humain, il faut savoir qu'il met un certain temps à s'adapter à ce qu'on lui propose comme changement, parce que l'ostéopathe, c'est ça, il propose des changements au corps humain et le corps humain travaille derrière. Donc en fait, le gros de la consultation se fait même après la consultation. Donc en fait, les gens en général sont assez, ce que je comprends aussi, hein, assez impatients avec leurs symptômes. Ils veulent être libérés de tout ça. Donc ça, j'essaie au maximum de leur expliquer que ça se fait pas tout de suite. Faut attendre en général. On a une moyenne, je crois, de 3 jours, je dirais, parfois 1 semaine, parfois même plus, hein, selon les motifs de consultation. Mais c'est vraiment quelque chose, oui, qu'il faut bien préciser en général aux patients, leur dire que le changement ne se verra pas forcément dès le lendemain, mais que ça viendra. Et après, de toute façon, en général, votre ostéo, il est dispo pour en discuter. Donc, si vous avez la moindre question, vous le contactez, vous l'appelez, vous lui posez des questions, il vous répondra et vous dira c'est normal, c'est pas normal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros
Tout le notre plus suivi ne grosse se fait pas en incompréhension qu'on a cabinet, quoi. avec les Faut pas patients. hésiter à continuer la conversation avec son C'est ça, ostéo oui, 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 tout après à la fait, consultation tout à finalement. fait. Et il faut pas se dire que l'ostéo prendra mal le fait que on est encore mal le lendemain alors qu'on l'a vu la veille. Non, on le prend pas mal, c'est normal, ça arrive. Et puis nous, on est là aussi pour vous aider. Donc on est là on a besoin d'avoir des retours aussi des traitements qu'on propose pour choisir le traitement le plus optimal qui convient au patient. Mhm. D'accord. Donc voilà, ouais. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup. Pour finir, la question que j'ai posée à tous les spécialistes qu'on a eu la chance donc d'interviewer pour cette série de hors-série, pourquoi est-ce que tu as choisi cette spécialité? Alors, à l'origine, je voulais faire médecine parce qu'en fait, j'avais rencontré un médecin qui m'avait, qui m'a honnêtement montré et prouvé que le gros d'un suivi en termes de santé, de prise en charge de patients, je veux dire, passe par l'empathie, passe par l'écoute vraiment attentive. Et quand je suis tombée sur ce médecin, vraiment, ça m'a libérée d'un poids et je me suis toujours dit que je voulais redonner ça à de futurs patients. Donc j'ai tenté médecine, j'ai pas eu médecine et j'ai voulu trouver quelque chose qui s'en rapprochait le plus. Et par l'ostéopathie, du coup, j'ai trouvé quelque chose qui était encore plus global. Il n'y a pas vraiment de spécialité. On peut se spécialiser, mais on n'est pas un spécialiste d'une sphère en ostéo. Mhm. Et où l'écoute est primordiale en fait. Ouais. Et du coup, ouais, c'était vraiment ce qui m'a donné le plus envie de faire cette profession. C'est ce médecin qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus et qui m'a donné envie de transmettre ce qu'il m'avait partagé. Ouais, génial. Voilà. Et donc c'est chouette. Et alors dernière question, est-ce que tu pourrais partager avec nous un des moments les plus marquants de ta carrière? Un moment marquant de ma carrière, qui est quand même assez jeune, hein parce que ça fait 3 ans que j'exerce. Mais je pense que ça a été quand même à l'hôpital, donc où je travaille surtout donc avec des patients qui sont atteints de cancer en hématologie. Et ça a été le moment où en fait j'ai commencé à l'hôpital en me disant que j'étais un peu frustrée de pas être dans le curatif avec les patients. Je pouvais pas les guérir avec l'ostéopathie. Parce que attention, l'ostéopathie ne se substitue pas du tout à la médecine traditionnelle. On n'a aucune prétention là-dessus. Mhm. Et donc du coup, voilà, on se sentait je me sentais un peu impuissante et je me disais, mais finalement, qu'est-ce que j'apporte à ces patients qui sont sous chimiothérapie? Et puis moi, je suis là à les soulager de maux de dos, mais finalement, enfin, quel est mon rôle? Je comprenais pas trop ce que j'avais à faire là-dedans. Et en fait, c'est un jour avec une patiente qui du coup rentrait en soins palliatifs, donc en soins de fin de vie et qui m'a expliqué que pour elle, mes soins lui étaient hyper importants, déjà avant qu'elle passe en soins palliatifs et au moment où elle passait en soins palliatifs, et que ça l'aidait vraiment à accepter tout ce cheminement, à accepter donc d'abord sa maladie, puis accepter la mort qui allait arriver en fait. Et là, ça a été quelque chose de très marquant parce que je me suis plus sentie entre guillemets illégitime de travailler dans un hôpital avec des médecins qui prescrivent donc des médicaments beaucoup. Hein. Et je me suis dit, ouais, j'ai vraiment ma carte à jouer dans ces Mhm. services-là, apporter un peu de bien-être et de confort et d'un moment un peu d'abandon pour les patients. Ouais. C'est là où je me suis rendu compte que ouais, je servais à quelque chose et que il fallait que je continue là-dedans. Donc ça a été Ouais. vraiment un moment ouais, très marquant et très fort Révélateur en fait. d'entendre cette patiente exactement me parler de ça. Bah, non, c'est un moment Voilà. très, très fort. Super, bah, écoute, merci, merci beaucoup, bravo pour tout ce que tu fais. C'est super intéressant effectivement de mieux comprendre voilà comment l'ostéopathie peut accompagner de manière globale, donc on l'a bien compris, sur le parcours d'infertilité. Dernière petite question d'ailleurs. Mhm. On a parlé justement de la prise en charge de l'infertilité, donc chez l'homme comme chez la femme, de la douleur, Oui. de l'endométriose par exemple. Mais du coup, si on est en essai bébé sans infertilité prouvée,
Est-ce que ça a du sens aussi en fait de venir te voir en disant voilà on aimerait se lancer on aimerait se lancer dans les essais bébés, on aimerait devenir parent. Est-ce que tu peux justement les aider aider les patients à, à être prêts en quelque sorte? Ouais, tout à fait. Alors après, à être prêt, ça dépend donc à quel moment ils viennent nous consulter. C'est-à-dire s'ils ont déjà essayé, s'ils n'ont pas déjà essayé, ou si voilà. Mais bien sûr, en fait, dans tous les cas, faire un petit check-up, comme on dit, une petite consultation en préventif sur ce type de problématique, ça peut être tout à fait pertinent. En fait, c'est exactement le même principe que pour une infertilité avérée. On va vraiment essayer de libérer les grosses zones clés dont on va avoir besoin, entre guillemets. Et on veut juste vérifier que toute la machine fonctionne, en tout cas d'un point de vue mécanique. Et puis voilà. Ensuite, après, si c'est quelque chose d'organique, on le saura pas forcément, et c'est là que derrière, il faudra sûrement aller voir un médecin si jamais ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, en termes de mécanique, nous, on est là. On veut faire en sorte de faire fonctionner la machine, quoi. D'accord, ok, ouais, non, mais c'est super intéressant. Bon, eh ben écoute, un grand merci donc d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi, de nous avoir bien expliqué effectivement comment les ostéopathes peuvent accompagner dans ces parcours, autant donc chez l'homme que chez la femme. Merci à toi. Autant en préventif que, alors j'ai bien compris que c'est pas du curatif, mais aussi en accompagnement donc de la gestion de la douleur. Est-ce que tu as un dernier petit mot à faire passer avant qu'on se dise au revoir? Non, je tiens vraiment juste à te remercier pour cette invitation sur ton podcast que j'écoute assidûment, et puis plein de bonnes choses pour la suite du podcast. Merci beaucoup. À très bientôt, Caroline. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. J'espère que cet épisode vous aura permis de mieux comprendre comment l'ostéopathie peut vous accompagner avant, pendant et donc après vos parcours, autant chez vous, mesdames, que chez vous, messieurs. Je tiens à dire un grand merci à mon invitée aujourd'hui, Caroline Stéphan, qui est donc diplômée d'ostéopathie, qui exerce à la PHP et en cabinet à Paris. Et puis je vous remercie, vous, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez des questions, que vous souhaitez continuer la conversation, comme pour chaque épisode, rendez-vous sur Instagram, @alorc'estpourbientôt podcast. Et puis, si vous voulez m'écrire, si vous voulez proposer des nouveaux sujets ou des nouveaux invités, rendez-vous sur le site internet alorc'estpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt.